Le 1er octobre 1795, l'ancienne principauté de Liège a disparu pour toujours. L'annexion à la France a marqué la fin politique de son existence presque millénaire. Mais l'histoire de la cité avait commencé bien avant l'an 1000 avec le martyre de Saint-Lambert. Entre 700 et 705, selon beaucoup d'historiens, en 696, selon une tradition populaire remise à l'honneur. Et certes, l'événement mérite célébration, malgré sa date incertaine, car il est capital dans la naissance de Liège. Quel coup de lance! L'évêque Lambert en est tout transpercé. Il trépasse. Quel coup de lance! Mais quel coup de chance pour Liège! Rien ne prédisposait notre minuscule village, notre hameau, à devenir une grande cité médiévale. Vous me direz que le site était habité depuis longtemps. Oui, bien sûr. Depuis 200 000 ans, peut-être. Il y avait de la vie à Liège dès le début de l'avant-dernière période glaciaire, même qu'il s'agissait de pré-néandertaliens anatomiquement rattachés à l'Homo erectus. L'Homo erectus, ne vous méprenez pas, c'est le terme scientifique pour désigner l'homme debout, sur pied. Mais enfin, cet homme-là, bien qu'il fût erectus il y a 200 000 ans, ça devait être quand même, je le dis sans aucun racisme, un drôle de liégeois. Le temps passe et la vie continue. À la fin de la dernière période glaciaire, on avance, ça ne remonte plus qu'à 40 ou 50 000 ans, il s'en trouve toujours des Homo erectus, place Saint-Lambert ou alentour. De plus en plus raffinés, ceux-là, des champions dans la taille du silex. Le temps passe et la vie s'illumine. Au début de l'ère chrétienne, au 1er siècle, le liégeois devient un erectus raffiné. Il y en a même qui jouissent d'un réel confort, place Saint-Lambert. Le confort, assurément. Dans une ferme romaine, une villa, avec piscine, chauffage central et tout et tout. Mieux que le confort, le luxe. Le temps passe, et la vie aussi, avec des hauts et des bas. Les invasions barbares germaniques au 5e siècle, ce n'est pas de la tarte, ce n'est pas la joie. On s'en remet néanmoins, vaille que vaille. Et au début du 8e siècle, nous y voilà, on s'en est plus ou moins bien remis. Oui, mais en ce début du 8e siècle, il n'y avait toujours pas grand monde sur place Saint-Lambert. Les indigènes se comptaient par dizaines plutôt que par milliers. Pourquoi? Parce que l'endroit n'était pas tellement accueillant, surtout dans la vallée. Vous savez, la Meuse était méandreuse, vaseuse, inondante, pas facile à traverser pour un trafic marchand. Et puis ce n'était pas non plus un point stratégique facile à défendre, donc pas d'intérêt militaire non plus. Voyez vous-même, voilà le site primitif, avec tous les bras de l'Ourthe et de la Meuse entrelacés. Depuis lors, bien sûr, on a comblé beaucoup de ces bras d'eau, dont certains sont devenus l'avenue Blondaine, le boulevard d'Avroy, le boulevard de la Saunière, la rue de la Régence et ses diverticules, le boulevard Pierrecot, et, en Outre-Meuse, le boulevard Saucy, le boulevard de la Constitution, pour ne parler que d'eux. Mais ces comblements sont récents, modernes. À l'origine, les confluents de l'Ourthe et de la Meuse, ainsi que vous le voyez, formaient un méandre, une vallée inhospitalière à cause de ses marécages et des inondations. À vrai dire, la vallée n'était habitable que là, à l'embouchure de la Légia, aujourd'hui recouverte. Ce petit ruisseau torrentueux avait apporté des terres qui, s'étant accumulées au cours des siècles, avaient formé une pente douce, un cône de déjection, comme disent les géographes, pas abrupte, mais suffisamment incliné pour qu'on y échappe aux caprices du fleuve. C'est effectivement sur cette pente, sur ce cône, que le premier village apparaît.
à l'endroit qui deviendra la place du marché, à l'endroit qui deviendra la place Saint-Lambert. Oui, mais permettez-moi d'insister, il n'y avait toujours pas grand monde, place Saint-Lambert et alentour, au début du 8e siècle. Et finalement, c'est un coup de lance, ou de javelot peut-être, mais à coup sûr un crime retentissant, qui va amener des curieux, des pèlerins et finalement de la population sur place. Infortuné Lambert, évêque assassiné, inventeur éventré de la ville. Le drame s'est déroulé à l'aube du 17 septembre d'une année inconnue, constituée entre 700 et 705. Le chroniqueur qui relate les faits peu après, dans sa Vitalante d'Iberti, indique bien le mois, le jour et même le moment du jour, mais mauvais journaliste, il oublie d'indiquer l'année. Si bien que nous sommes ramenés sur ce point à faire confiance aux historiens modernes. Ils inclinent plutôt pour 705. Soit. C'est donc à l'aube du 17 septembre 705 que le drame, l'assassinat, le martyre se produit. Que faisait donc l'évêque Lambert, évêque de Tongres-Maastricht, à l'aube de ce 17 septembre funeste dans le village de Liège? Oh, rien d'extraordinaire. Il séjournait et méditait dans sa maison de campagne où il avait plaisir à passer quelques jours. Une très humble demeure, des murs de torchis, un toit sans doute couvert de chaume qui descendait très bas jusqu'au niveau du sol. Elle comprenait plusieurs pièces dans la chambre de l'évêque et le tout était entouré, protégé d'une clôture légère assez sommaire. Et c'est là, à l'aube du 17 septembre 705, que l'évêque Lambert est surpris par un commando de tueurs. Il songe d'abord à se défendre, puis non, il y renonce. Ses serviteurs sont massacrés, lui-même succombe à un coup de lance ou de javelot, frappé à travers le toit. Cet assassinat, nous le savons, est une vengeance, une vendetta, un règlement de compte entre deux familles nobles et rivales. On connaît le nom du commanditaire. Il s'appelle Dodon. D-O-D-O-N. Ne faudrait-il pas lui rendre hommage? Sans l'action meurtrière de Dodon, écrit l'historien Jean-Louis Cupert, Liège serait probablement resté une agglomération de médiocre importance. Et oui, l'affaire déclenche une grande émotion sur place, une grande attraction aussi. Et tandis que la dépouille du martyr est transportée à Maastricht, le lieu de son diocèse, sur une embarcation qui descend la Meuse, il s'en passe des choses à Liège. Afflux de pèlerins, une ferveur religieuse balaye tout le village. Il s'y produit des miracles, vous n'allez pas en douter. Des gens accourent de partout. Et qui dit foule, dit aussi restauration, hébergement, Horeca. Prétendre qu'on se met sur le champ à débiter quantité de péquets de boules et frites serait sans doute exagéré, maturé, mais enfin, quelque chose se produit qui ressemble à cela. D'autant que le peuple aussitôt jette sur les lieux les fondements d'une basilique consacrée à Saint-Lambert. Saint-Lambert, oui, car l'évêque martyr est promptement canonisé, sanctifié, béatifié. La procédure alors demandait moins de chichique de nos jours. Populaire, expéditive, elle se faisait par acclamation. Et l'enthousiasme est tel que le successeur du martyr, saint Hubert, décide de renvoyer la dépouille de Maastricht à Liège. La translation s'opère vers 718, soit 15 ans après l'assassinat, et on sait comment, pour son inhumation définitive, Saint-Lambert rentre à Liège. Non par la Meuse, trop difficile à remonter, sans doute, mais par la route, sur la rive gauche. Saint-Lambert rentre à Liège par Féronstrée, et son retour glorieux fait de lui, pour toujours, le patron incontesté de la ville. Admiré comme il trône souverainement, avec pompe et majesté, il serait faux pourtant d'y voir une vanité de sa part. Ce buste reliquaire, très postérieur aux événements, il date de 1508-1512, est une splendeur d'orfèvrerie qu'il n'aurait peut-être pas appréciée, dans laquelle certainement il ne se serait pas reconnu.
Mais c'est un fait que Saint-Lambert devient l'unique patron de la ville. Et la preuve en est que son successeur, Hubert, devenu saint à son tour, quand il se fera à son tour enterré à Liège, n'y restera pas longtemps. Rapidement, son corps sera transplanté en Ardennes, dans le village d'Audange, qui s'appellera désormais Saint-Hubert. Un historien malicieux suggère que 2 saints pour une ville, c'était trop, et qu'il y aurait eu concurrence. Sourions. Mais c'est un fait qu'à Liège, la basilique primitive se transforme en une vaste cathédrale à 2 chœurs, l'un dédié à Saint-Lambert, l'autre à la Vierge Marie. Et c'est un fait aussi, et celui-là est d'une importance capitale pour l'avenir, que le siège épiscopal se déplace de Maastricht à Liège. Liège devient officiellement le centre du diocèse. On y bat monnaie dès le début du 8e siècle. Des deniers sont frappés, portant au revers le nom Léodico, le nôtre. Charlemagne, futur empereur à la barbe fleurie, célèbre la fête de Pâques à Liège en 770. D'ailleurs, c'est un gars du coin. Ses parents sont d'Herstal. Donc, en moins d'1 siècle, Liège s'est prodigieusement métamorphosé. Le village est devenu une cité. Oui, mais en 770, combien d'habitants place Saint-Lambert ou alentour? Je ne sais pas. Quelques milliers tout au plus? Je n'ai pas de réponse à la question. Mais le temps passe, avec ses troubles inévitables. La basilique primitive, devenue cathédrale, a été défaite puis refaite. Les Normands, dans leurs incursions cruelles, l'ont entièrement brûlée en 880, et ils n'ont pas dû brûler qu'elle. On s'en remet néanmoins, une fois de plus. Et quand arrive Notger, notre premier prince-évêque, en 972... Non, excusez-moi, je vais trop vite. Il faut dire un mot d'abord de son prédécesseur, l'évêque Héracle. Un pessimiste, celui-là. Figurez-vous qu'il trouve le bas de la ville indéfendable, qu'il veut abandonner la place Saint-Lambert, le palais, car il s'y trouve déjà un palais, et la cathédrale. Il veut se réfugier sur la crête du Puy-Blémont. Il y construit Saint-Martin, dans l'intention d'en faire la cathédrale nouvelle. Là, sur la hauteur, sur cet éperon, il compte établir une sorte de château fort, de camp retranché. Liège va-t-elle se réduire aux dimensions d'un village perché? Non, car Notger arrive en 972. Lui voit plus grand, beaucoup plus grand. Et il a les moyens de son ambition, des moyens financiers extraordinaires pour l'époque. Plus question donc d'abandonner le centre-ville, bien au contraire. Notger fait barrer la crête du Puy-Blémont par un ouvrage comportant 3 fossés et 3 murs. De l'éperon de Saint-Martin, l'enceinte descend vers l'est, passe derrière le palais épiscopal, se prolonge jusqu'à l'actuelle cour des mineurs, puis fait un angle droit pour rejoindre la Meuse. Longe le fleuve jusqu'à l'emplacement de la Grand-Poste, continue le long du bras de l'île, arrivé à peu près au pied de la rue Haute-Sauvenière, la muraille escalade la colline, qu'elle remonte jusqu'à Saint-Martin, où elle se referme sur elle-même. Ainsi, toute la cité se trouve protégée, à l'exception de l'île. L'île, aujourd'hui, n'existe plus. Pendant des siècles, cependant, elle fut une réalité sensible, distincte, séparée de la ville. Quantité d'illustrations en témoignent. Celle-ci, par exemple, qui date de 1649, montre bien que l'île n'est reliée à la cité que par le pont d'Avoie, par le pont d'Île, et que la cité elle-même n'est reliée au quartier d'Outremeuse que par le pont des Arches. Ces 3 ponts existaient déjà au XIe siècle, sinon sous le règne de Notger, du moins très tôt après. Voici le pont d'Avroy qui mène vers Saint-Gilles, le pont d'Île qui mène vers la cathédrale et le palais, le pont des Arches qui rattache la cité à Outremeuse, déconstruit au plus tôt qu'en 1025. Notger, mort en 1008, ne l'a donc pas connu. Mais de son vivant, au début même de son règne, l'île est déjà occupée. Il s'y trouve déjà une collégiale en construction qu'il va achever. C'est Saint-Paul. Et Notger va y ajouter une collégiale nouvelle, celle de son cœur,
celle qu'il choisira comme demeure éternelle, Saint-Jean. Saint-Jean l'évangéliste qu'il implante tout au nord de l'île. Saint-Jacques, grande abbaye bénédictine, ne prendra place au sud de l'île qu'un peu plus tard, en 1015. Dans la cité même, il existait déjà 2 collégiales. Saint-Pierre, la primitive, aujourd'hui disparue, remontait au 8e siècle. L'antique édifice n'a été détruit que vers 1800. Et puis il y avait Saint-Martin qui venait d'être achevé. Somptueux édifice, puisque le prédécesseur de Notger, l'évêque Héracle, voulait en faire une cathédrale de substitution sur les hauteurs. À Saint-Pierre et à Saint-Martin, Notger va ajouter 2, sinon 3 collégiales nouvelles. Sainte-Croix, vers 980. Saint-Denis, vers 987. Saint-Barthélemy, la dernière collégiale, construite en dehors de l'enceinte, déjà devenue trop étroite, ne sera achevée qu'en 1015, peu après la mort de Notger. Ainsi, le compte est bon. Il y a 7 collégiales, nombre sacré. Sans doute Notger l'a-t-il voulu ainsi, mais il a voulu bien davantage. La cathédrale Saint-Lambert, dont le peuple avait jeté les fondements après l'assassinat de 705, qui avait connu tant de bouleversements déjà, qui avait été brûlée par les Normands, puis relevée de ses ruines, Notger la rase complètement et la reconstruit splendidement, comme ceci. Avec 2 cloîtres, prolongeant de part et d'autre la longueur du vaisseau, avec 2 chœurs qui se répondent, l'un dédié à Saint-Lambert, l'autre à la Vierge Marie, avec 2 transepts, et sans doute avec 4 tours à l'époque. Cette cathédrale couronne l'œuvre de Notger, qui est grandiose, décisive, et marque encore de nos jours la physionomie de la ville. Essayez d'imaginer Liège peu après l'an 1000. C'est une cité extraordinaire, avec son palais, sa cathédrale, ses collégiales, ses abbayes, car à Saint-Jacques il faut ajouter Saint-Laurent, plus une vingtaine d'églises paroissiales, bientôt 26. Liège se présente, vue des hauteurs, comme une forêt de tours et de clochers. Et tout cela pour combien d'habitants? Je ne sais pas. Une petite dizaine de milliers, au maximum. Il saute aux yeux que Liège constitue un foyer clérical. Un foyer clérical qui forme une ville unique en Europe et qui rayonne par son clergé sur l'Europe tout entière. Un chroniqueur de l'époque compare Liège à Athènes. C'est l'Athènes du Nord, écrit-il, dans un élan de chauvinisme peut-être, mais peut-être qu'il n'exagère pas tellement. Car en ce lointain Moyen-Âge, la vie intellectuelle se réfugie dans les abbayes, les collégiales, les cathédrales, toutes s'adjoignent écoles et ateliers divers. Si bien que ça phosphore à Liège, de la calligraphie à la théologie, de la théologie aux mathématiques, la quadrature du cercle on s'y attaque, des mathématiques à l'étude des auteurs latins, des auteurs latins à la spéculation et à la pratique musicale, Liège vit dans un bouillonnement intense, créatif. Ah, que ne puis-je vous exposer comme il faut le manuel d'Egbert, qui comprend le premier récit du Petit Chaperon Rouge, la méthode de Folcuin, le florilège d'Érigère, la géographie de Gossechain, la sagesse de Rupert, la science architecturale de Eslon, qui a dessiné les plans de Cluny, la plus grande église de France. Bon, du moins, laissez-moi vous montrer quelques œuvres capitales de l'époque notgérienne ou de son sillage, à commencer par l'Évangéliaire de Notger. Cet ivoire, de la fin du Xe siècle, montre l'illustre évêque tout petit, agenouillé sous le Christ en majesté. Le cadre est gravé d'une inscription latine empreinte d'humilité. Voici que moi, Notger, accablé sous le poids du péché, je fléchis le genou devant toi, qui fait d'un geste trembler l'univers. Les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy sont universellement réputés. Chef-d'œuvre de l'art mosant, estime la majorité des historiens,
Mais un contestataire, pourtant liégeois, et professeur d'histoire de l'art, lui attribue une origine byzantine. Polémique, polémique. Mais quelle importance après tout? La merveille est dans nos murs depuis le début du XIIe siècle. Cette cuve en laiton, fondue à la cire perdue, présente 5 scènes consacrées à un thème unique, le baptême. Le haut relief central montre le baptême du Christ dans le Jourdain. Les autres figurent celui du centurion Corneille par saint Pierre, celui du philosophe Craton par Jean l'Évangéliste, celui des néophytes et la prédication de saint Jean-Baptiste dans le désert. L'œuvre impressionne par la douceur, la précision et la pureté exceptionnelle de ses formes. Cette perfection classique, estiment certains spécialistes, allie les apports de l'art antique, de l'art byzantin et de la tradition mosane. Enfin, il serait impie de nous quitter sans évoquer les Vierges mosanes. Nos sculpteurs, du XIe au XIIIe siècle, et même après, ont constamment matérialisé leur dévotion pour Marie. De la rusticité au raffinement, leur travail a produit une série ininterrompue de statues émouvantes. Nous ne pourrons, dans cette émission, n'en admirer qu'une. C'est la Vierge à l'enfant, qui se trouve à la collégiale Saint-Jean. On l'appelle aussi Sedes Sapientiae, c'est-à-dire siège de sagesse. Elle apparaît pourtant comme une Ève nouvelle, une reine assise sur un trône de pierrerie. Cette mère du Christ, certains commentateurs se plaisent à le faire valoir, est une femme aussi d'une beauté éclatante. La statue gravée en bois de chêne a conservé ses couleurs d'origine. Elle date de 1230-1235. Nous voilà donc au début du XIIIe siècle. Notger est mort depuis plus de 200 ans. Comme le temps passe, comme les temps changent, Notger, vers l'an 1000, devait sa puissance au fait qu'il était un lieutenant de l'empereur d'Allemagne. Lieutenant efficace, apprécié, gratifié. Au XIIIe siècle, les princes-évêques de Liège se détournent de l'empereur germanique. Changement d'alliance, retournement politique. Ils sont devenus des lieutenants, des représentants du Saint-Siège, du Vatican, de la papauté. Et par là même, ils sont entrés dans l'attraction du royaume de France. Mentalement et durablement, le pays de Liège tout entier va se détourner de l'Allemagne. Les temps ont bien changé. Liège n'est plus l'Athènes du Nord. L'Athènes du Nord s'est déplacée à Paris. Les monuments, eux aussi, se transforment. Collégiales, cathédrales. Celle que Notger avait édifiée vers l'an 1000, un incendie l'a ravagée en 1185. Alors, on l'a reconstruite en style roman d'abord, pour partie, puis définitivement en gothique. Ce qui lui donne cet aspect au XVIIIe siècle, peu avant sa destruction. Notger, ressuscité, ne l'aurait pas reconnu. Rien n'échappe au changement. Pas même l'hymne national liégeois, le Magnavox. Nous l'entendons ici dans sa version primitive, celle de l'évêque Étienne et de son école de musique, 901-920, donc bien avant Notger. Nul doute que cet hymne est subi par après des remaniements qui l'ont rendu plus entraînant, plus martial. Quand même, allez-vous me croire, il est resté notre chant patriotique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il n'a été remplacé qu'en 1790, à la Révolution liégeoise, par un air nouveau, d'ailleurs composé par un autre ecclésiastique, le curé de Glon. Cet air nouveau, tout change. Et même la scène fondamentale, l'assassinat de Lambert, dont le sang fécond avait engendré la ville. Nous vous avions montré le martyr sous cette forme, par cette image, dans un tableau de 1488 environ. Mais on peut voir l'affaire tout autrement. Vers 1789, un contemporain de la Révolution liégeoise, Joseph Drepp, nous la représente ainsi. Dans ce tableau étrange, irréaliste, retrouvez-vous encore l'infortuné Lambert, la lance ou le javelot qui le transperce.
Pourtant, je vous l'assure, ce n'est pas une toile moderne ni de l'art abstrait. Joseph Drepp l'a peinte à la fin du XVIIIe siècle. Étonnant, non? Ce premier épisode, malgré certains coups de projecteur en avant, a suspendu l'histoire de Liège à l'aube du XIIIe siècle. De là à la Révolution liégeoise de 1789, et plus encore à nos jours, un long chemin reste à parcourir.